J'ai dit que c'est la première session pour cette formation-là, mais je trouve que c'est une formation très très importante pour les étudiants, quel que soit en licence appliquée ou bien en licence ou bien en ingénierie, en master aussi, parce que euh, c'est très important de connaître les notions de base de calcul des structures, d'études mécaniques des structures, parce que tout le reste, en termes de dimensionnement, de vérification des structures, il est basé sur la RDM, puisque lorsqu'on va modéliser une structure, peu importe le logiciel qu'on va utiliser, on va modéliser et après on va dimensionner. Le résultat, la qualité des résultats, il dépend essentiellement de la modélisation, des conditions en limite qu'on a pris. Et donc, c'est très intéressant ici d'insister sur les notions de base de la résistance des matériaux. Donc, c'est une formation dans laquelle on va présenter le calcul manuel pour la résolution des différents types de structures. Je vais parler après quels sont les différents types et natures de structures, afin de connaître la première phase nécessaire pour le dimensionnement ou bien vérification des différents types de structures, quels que soient dans le domaine des bâtiments, dans le domaine mécanique ou bien dans le domaine des ouvrages d'art. Donc, l'objectif principal de cette formation, c'est de connaître les différentes méthodes du calcul RDM, comme je vous ai dit, ou bien pour dimensionner une nouvelle structure, ou bien pour vérifier une structure existante. J'insiste ici sur la différence entre les deux points, parce que dans le domaine, par exemple, de génie civil, s'il s'agit bien d'un nouveau projet, donc je vais modéliser la structure en se basant sur les données du projet, sur le chargement, et je vais dimensionner les différents éléments de la structure. Mais d'autre part, ou bien dans d'autres projets, vous avez une structure existante, et ou bien on va changer l'usage de la construction, ou bien on va appliquer des nouvelles charges sur la structure, et donc notre travail, euh, c'est la vérification des éléments existants de la structure. Est-ce que ça passe ou non vis-à-vis des nouvelles charges appliquées ou bien ces changements-là. Donc, et bien sûr, le dimensionnement ou bien la vérification des structures, elle est basée sur une vérification tout simplement des champs de contraintes ou bien des champs de déformation. D'où l'importance ici de connaître l'expression, la contrainte, déformation et déplacement pour les différents types de structures, parce que je vais essayer de simplifier, peu importe l'élément de la structure, la vérification, peu importe la norme aussi qu'on va utiliser, les vérifications restent uniquement de vérifier que la contrainte est inférieure à une contrainte limite, ou bien à une contrainte admissible, qui est fonction des caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés. Donc, finalement, peu importe, béton armé selon BAOL, selon le code 2, les structures métalliques, les constructions mixtes, finalement, je vais vérifier que la contrainte dans l'élément de la structure, bien dans la pièce mécanique, la contrainte, elle ne dépasse pas la contrainte limite, qu'on appelle une contrainte admissible. Et la contrainte admissible, elle est fonction des caractéristiques mécaniques des matériaux, et donc le calcul RDM dépend des charges appliquées, mais elle dépend aussi des caractéristiques mécaniques des matériaux. Donc là, il faut avoir une idée sur ces différentes parties-là nécessaires pour le calcul des contraintes, des formations et des placements. Bien sûr, il y a des relations entre ces différents paramètres ou bien ces différentes grandeurs. Et bien sûr, si il s'agit bien d'une structure métallique, bien d'une pièce mécanique, ici aussi, on va utiliser l'RDM afin de terminer les sollicitations pour vérifier les assemblages, quel soit assemblage soudé ou bien un assemblage boulonné. Donc, dans cette formation-là, bien pratiquement
l'ensemble des différentes parties, elles portent sur la résolution des problèmes mécaniques, des éléments poutres, résolution, c'est-à-dire déterminer les réactions aux appuis, et le traçage des diagrammes des efforts internes. J'ai dit pour différentes structures. Donc ici, on va parler des structures isostatiques ou bien les structures hyperstatiques, parce que les deux existent, bien sûr, dans les différents domaines. Donc, ce n'est pas uniquement ça. L'RDM, il ne s'arrête pas ici. C'est bon. Je connais les méthodes pour le calcul des réactions aux appuis, pour la résolution des problèmes et pour le traçage des efforts internes. Non, mais l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de chercher les champs de contrainte et des formations. Et donc, à part la détermination des efforts internes, il nous reste d'autres paramètres qui influencent sur la contrainte. Et c'est pas qui influence, mais dans la contrainte, elle dépend aussi, pas uniquement des efforts internes, mais il dépend aussi du matériau, donc des caractéristiques mécaniques du matériau, et aussi elle dépend des caractéristiques géométriques des éléments étudiés. Donc là, si je simplifie, ou là je résume, dans l'RDM, il faut connaître trois parties. La première partie, si on arrive à bien maîtriser ces trois parties-là, c'est bon. C'est bon, on est très bien. Et on peut étudier les structures, quel que soit avec un calcul manuel ou bien avec un logiciel. Je répète et j'insiste, c'est que le logiciel, c'est un outil qui va simplifier le calcul qu'on va effectuer manuellement. C'est tout simplement ça. Robot ou bien Arch, c'est un logiciel, ou bien l'RDM6, c'est un logiciel qui nous permet d'aller vite dans le calcul des sollicitations, dans le calcul des contraintes. Est-ce que les résultats obtenus sont corrects ou non dépend de quoi? Dépend de la modélisation. Et donc, pour moi, et d'après mon expérience dans ce domaine-là, les ingénieurs forts, les techniciens forts, sont les ingénieurs qui sont très basés dans le domaine de la RDM et de le calcul des structures, parce qu'ils ont la possibilité d'analyser les résultats. C'est ça, d'analyser est-ce que c'est correct ou non, et d'analyser les diagrammes des efforts internes des portiques étudiés, des bâtiments étudiés ou bien de la poutre étudiée, dépend de votre finalement compétence finalement dans ce domaine. Donc, je reviens aux trois parties. La première partie, c'est d'avoir la possibilité de résoudre les problèmes mécaniques, la recherche des réactions aux appuis et le traçage des diagrammes des efforts internes. Mais on cherche quoi? On ne cherche pas ça, on cherche les contraintes. Les contraintes, elles dépendent de matériaux. Donc, on doit connaître le comportement des différents matériaux, béton, acier, bois, aluminium, ainsi de suite, et de connaître comment on peut déterminer les caractéristiques géométriques de la section en termes de inertie pour les éléments fléchis, section R de la section transversale pour les éléments comprimés, les deux pour les éléments soumis à friction composée. On va voir ça par la suite. Pour cette formation-là, comme je vous ai dit, elle est divisée en deux parties, une partie cours calcul manuel et une partie modélisation, mais je ne vais pas terminer la première et j'intègre la deuxième et je commence la deuxième partie, non, c'est au fur et à mesure et en parallèle. C'est ça. Donc, bon, j'ai présenté mon CV, donc c'est bon. Et donc, c'est une formation dédiée, ou bien le public cible, ce sont les étudiants, les licenciés, les ingénieurs et les professionnels dans le domaine du génie civil. Ok. Donc, dans cette séance-là, je vais commencer par de parler sur l'RDM, de façon générale, et sur les liaisons. Aussi, on va parler il existe trois types de structures dans le domaine du génie civil, dans le domaine du génie. Les structures hypo, iso et hyper. Mais les hypo, ce sont des structures qui ne sont pas stables. Et je vais vous présenter des exemples. Et donc, on n'a pas besoin d'étudier ces structures-là. On étudie uniquement les structures stables. Les structures qui peuvent résister aux efforts
appliquer les structures, tu peux résister aux efforts appliqués et de transmettre les charges vers les autres éléments. Je vais prendre un bâtiment, je dois étudier une poutre. Si vous regardez partout, la poutre ne se déplace pas, donc elle est stable. Mais ce n'est pas uniquement ça, mais elle a la capacité la possibilité de supporter la charge appliquée et de transmettre les charges à l'aide, grâce aux liaisons, vers les autres éléments de la structure. Et bien sûr, si on arrive à achever cette partie-là, détermination des réactions d'appui et la détermination des degrés d'hyperstaticité qui nous permet de déterminer la nature de la structure, on va passer par la suite au calcul des efforts internes, les diagrammes, les efforts internes, c'est-à-dire les sollicitations. Là, on doit discuter, on doit, comment dirais-je, on doit faire attention finalement de la différence entre des actions extérieures appliquées sur la structure, les forces appliquées sur la structure ou bien l'élément de la structure, et entre les sollicitations. Les caractéristiques géométriques, c'est une partie très très importante. Je reviens à Mohamed pour votre question. Caractéristiques géométriques, c'est une partie très 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 importante. Et bien sûr, on ne va pas parler beaucoup sur le calcul manuel des caractéristiques géométriques, mais je vais vous présenter la méthode qui nous permet, en utilisant le logiciel de calcul, pour bien déterminer les caractéristiques géométriques des sections compliquées. Des sections classiques, je peux présenter un tableau qui résume toutes les caractéristiques géométriques. Je reviens à la question de M. Mohamed. Donc, c'est quoi la différence entre une structure isostatique et hyperstatique? J'ai parlé au début lorsque j'ai présenté la formation, j'ai dit que la première partie de la formation de l'RDM de façon générale, c'est la détermination des réactions aux appuis, la résolution des problèmes. Et la détermination des réactions aux appuis, c'est simple pour les structures isostatiques parce que le nombre des équations égale le nombre des équations égale le nombre des réactions aux appuis. Mais pour les structures hyperstatiques, le nombre d'élections aux appuis, elle dépasse le nombre des équations et donc on utilise d'autres méthodes pour la résolution des problèmes. Donc, je vais détailler tout ça après et je vais aller doucement, essentiellement dans ces points-là. Mais de toute façon, pour le moment, il faut comprendre que structure isostatique ou bien une structure hyperstatique, les deux sont des structures stables, qui ne bougent pas lorsqu'ils sont soumis à des forces. Mais la différence du point de vue calcul RDM, toujours les structures isostatiques sont plus simples dans la résolution des problèmes parce que le nombre des équations d'équilibre égale le nombre des réactions aux appuis. Par contre, pour les structures hyperstatiques, ce sont les structures les plus rencontrées dans le domaine du génie civil, dans le domaine mécanique aussi, je pense. Parce que avec des structures hyperstatiques, on peut minimiser la section de coffrage, la section d'armature pour les éléments de la structure, ou bien pour la section des arbres, ou bien pour la section des poutres métalliques. Mais ça reste aussi les structures isostatiques existent. Je prends un exemple très simple, très connu, les ponts à poutres. Dans le domaine du génie civil, les structures sont des structures isostatiques parce que la poutre, elle est simplement appuyée sur les deux piles, bien sûr, le quai et le pile. Finalement, les quais et le pile, finalement, c'est une poutre qui est isostatique et donc, de point de vue mécanique, sont stables, mais de point de vue RDM, les structures isostatiques sont plus simples dans la résolution, c'est-à-dire sont plus simples dans la détermination des réactions, du calcul des réactions aux appuis. Donc, c'est pour ça que j'ai terminé le calcul des réactions aux appuis, je passe au calcul des efforts internes et le calcul des caractéristiques géométriques de la section. L'ensemble nous permet par la suite de calculer le champ de contrainte, le champ de déformation pour les différents éléments de la structure, ou bien pour la structure étudiée, et je passe directement par la suite vers la dernière partie qui est le dimensionnement, ou bien, comme je vous ai dit, la vérification de la structure. Je répète,
parce que c'est très très important et pour une dernière fois pour qu'on puisse commencer les différentes parties de notre formation. L'objectif principal ici, c'est de parler sur 3 points. Le premier point, c'est la résolution des mécaniques des structures. C'est-à-dire, c'est la résolution des structures, c'est-à-dire la détermination des réactions aux appuis et le traçage des diagrammes des efforts internes. La question qui se pose ici, pourquoi je cherche à tracer les diagrammes des efforts internes? C'est une présentation graphique des moments d'effort tranchant et effort normal afin de déterminer la section la plus sollicitée, déterminer le moment, bien l'effort normal ou bien l'effort tranchant maximal pour que je puisse déterminer la section la plus sollicitée et pour le calcul des contraintes maximales et des déformations maximales. Donc la première partie, c'est le calcul des réactions aux appuis et le traçage des diagrammes des efforts internes pour les structures isostatiques et parastatiques. Dans une deuxième partie, puisque on cherche à déterminer le champ des contraintes et le champ de déformation pour qu'on puisse vérifier la structure, la contrainte et la déformation, elles dépendent à part. Elle est fonction de quoi? Elle est fonction des moments fléchissants, effort tranchant, effort normal, mais elle est fonction aussi des caractéristiques géométriques de la section et des caractéristiques mécaniques du matériau. Donc, 3 parties, avec ces 3 parties-là, les efforts internes, les caractéristiques géométriques de la section et les caractéristiques du matériau, on peut arriver à calculer les champs de contraintes et par la suite déformation et déplacement pour la structure étudiée. Et finalement, je reviens à appliquer la norme considérée pour vérifier la contrainte maximale appliquée dans l'élément par rapport à la contrainte admissible. Et la contrainte admissible, ce n'est pas la contrainte maximale qui peut être supportée par la barre, mais c'est une contrainte maximale divisée par un coefficient de difficulté. Ok. Donc, c'est ça. Donc, c'est toujours dans le même contexte. Et bien sûr, pour les deux différents domaines, dans le domaine des mécaniques, donc l'RDM, c'est un moyen et une partie importante pour le calcul et le dimensionnement des pièces mécaniques, telles que les arbres, bien pour vérifier les assemblages. Pour le domaine du génie civil, et donc c'est une partie qui nous permet, comme je vous ai expliqué, de déterminer les sections les plus sollicitées afin de calculer les contraintes, les formations, et on va par la suite dimensionner les éléments en béton armé si il s'agit bien d'une structure en béton armé, ou bien des profilés métalliques si il s'agit bien d'une charpente métallique, et ainsi de suite. Donc, on a les constructions mixtes, les charpentes en bois, ou les bâtiments en béton précontrat. Donc, le matériau, elle va intervenir dans le calcul des contraintes. Mais la résolution des problèmes reste la même pour n'importe quel type de matériaux, mais entre parenthèses parce que je vais parler après des hypothèses prises dans l'RDM pour que les hypothèses prises pour que les règles de l'RDM soient appliquées. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je passe. OK? Donc, ben, donc, OK. Je vais juste ici présenter des exemples j'ai insisté ici sur le calcul des efforts internes pour qu'on puisse dimensionner la structure. Regardez par exemple ici, dans le domaine des constructions métalliques, bon, ici, si on va parler des profilés métalliques, ils sont soumis à la compression. Par exemple, si je vais prendre un poteau qui est soumis à la compression. Et donc, lorsqu'il est soumis à la compression, la barre elle est comprimée. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier pour les éléments élancés la stabilité de l'élément vis-à-vis du port normal de compression. Et donc, on va vérifier ici le flambement. Regardez ici, on doit vérifier que les forces de compression, ici, on va utiliser bien sûr la RDM pour déterminer l'effort normal, ici. Donc, la partie gauche, c'est l'effort appliqué maximal sur la barre considérée. Regardez par exemple, ici, j'ai présenté un exemple d'un poteau soumis à un effort normal. Et donc, on va étudier, on va dimensionner le poteau par rapport à l'effort
maximale de compression. Donc ici indiqué en bas en rouge. Donc c'est ça la partie RDM, c'est pour déterminer la partie gauche, et ce qui représente l'effort de compression maximale appliqué sur la barre. Pour la partie droite, représente quoi? Représente l'effort maximal qui peut être supporté par cette barre-là. Si l'effort appliqué il est inférieur ou égal, l'élément est stable vis-à-vis le plan de bord. Si l'effort appliqué elle dépasse cette quantité-là, donc on doit améliorer la performance de profiler en changeant les matériaux ou bien en changeant les caractéristiques géométriques. Regardez dans la partie droite, c'est important. Le A représente l'aire de la section transversale. Donc, ça confirme ma remarque sur que la vérification des résistances elle dépend aussi des caractéristiques géométriques. Donc, si j'ai une section si j'ai un profilé dans la section, il est important. Donc, l'effort de résistance va s'améliorer. Et donc, il résiste bien à l'effort de compression. Aussi, les paramètres mécaniques du matériau et l'intervient, parce que ici, vous avez Fy, et Fy représente la contrainte limite élastique. Et donc, la performance mécanique du matériau aussi influence sur l'effort de résistance. Sur un gamma, et gamma, dans ce cas-là, représente un coefficient d'obscurité. Donc, juste pour continuer et pour confirmer qu'il s'agit bien d'une vérification d'une contrainte, le n sur A représente la contrainte, sigma égale à n sur A pour le cas des éléments comprimés. Si vous avez un élément comprimé, la contrainte égale l'effort appliqué sur la surface, inférieur ou égal, oubliez xi et gamma, bêta, Fy. Fy, c'est la contrainte limite élastique. Donc, la vérification finale de la stabilité de la barre et les fonctions de la contrainte appliquée sur la barre par rapport à une contrainte limite. Et la contrainte limite ici, c'est la contrainte de limite d'élasticité du matériau qui est l'acide dans ce cas-là. La contrainte limite d'élasticité. Et divisé par un coefficient M1 pour parler de la contrainte admissible. Et donc, cette relation-là résume bien ce que je suis en train d'expliquer. La vérification, finalement, revient à vérifier que la contrainte est inférieure à la contrainte admissible. D'où l'importance ici. Donc, oui, l'RDM, l'importance de l'RDM, c'est dans la termination de l'effort normal, dans la barre, et on va travailler avec l'effort normal de compression maximale. Aussi, dans le calcul des caractéristiques géométriques des sections transversales, et dans ce cas-là, pour les éléments comprimés, c'est l'aire de la section transversale qui intervient. N'oubliez pas aussi l'importance des caractéristiques mécaniques du matériau, représentées ici dans le Fy. Et le Fy, lorsque je vais parler du comportement des matériaux, je vais revenir de parler sur les essais expérimentaux qu'on doit réaliser pour déterminer le Fy. Donc, l'objectif, c'est quoi maintenant? C'est de maîtriser les techniques pour déterminer l'effort normal, pour calculer les sections, les caractéristiques géométriques de la section transversale, et par la suite, pour connaître comment on peut lire les lois de comportement pour déterminer les paramètres mécaniques. Le reste, ce sont des applications numériques. Un deuxième exemple utilisé, toujours dans les constructions métalliques, lorsque cette fois-ci, vous avez un élément qui est soumis à la friction composée. Bien sûr, peut-être il y a des choses qui ne sont pas très claires ici, friction composée, friction, et ainsi de suite, mais on va détailler par la suite chaque sollicitation à part. Mais juste des équations que je viens de présenter pour vous montrer le rôle de la RDM dans l'étude des différents types de structures. Regardez ici, lorsque vous avez un élément soumis à la friction composée, c'est-à-dire fléchi plus n forme normale, dans ce cas-là, vous avez n, il faut vérifier que toute cette quantité-là est inférieure à 1. Si elle est inférieure à 1, donc l'élément est stable vis-à-vis
elle résiste au flambement lorsqu'elle est soumise à la compression. Si elle dépasse 1, donc on doit intervenir. Donc toujours, l'effort normal, moment fléchissant autour de Y et autour de Z sont présents. Et donc là, robot va modéliser la structure et robot, elle va effectuer un calcul pour déterminer les sollicitations maximales. Mais comme je vous ai dit, à l'époque, c'était un calcul manuel pour déterminer tout ça. C'est vrai que dans la vie professionnelle, parfois, on rencontre des cas là où on a besoin d'effectuer un calcul manuel pour le dimensionnement de mais généralement avec les logiciels de calcul, mais il reste toujours la bonne modélisation. C'est le seul moyen qui nous permet d'obtenir des bons résultats. Et donc, des bons résultats. Et donc, pour bien vérifier cette condition-là, il faut bien déterminer N et M. Et donc, la détermination de N et M, elle dépend de plusieurs paramètres là où on doit faire attention. Et c'est ça l'objectif de cette formation-là. C'est de vous permettre de maîtriser cette partie-là pour arriver à réaliser des différents modèles avec le logiciel de calcul dont vous êtes capable d'analyser les résultats obtenus. Kiff, dans le cas des temps armés, par exemple, pour le calcul des sections des armatures longitudinales, on a besoin de déterminer toujours la présence des efforts appliqués, effort normal ici, appliqués sur le poteau. Et donc, c'est Arch qui va nous permettre, ou bien un robot qui va nous permettre de déterminer ça, mais toujours, comme je vous l'ai dit, la présence de la RTM dans les différentes formules de vérification du dimensionnement, du calcul ferriage, ainsi de suite. Donc, l'organigramme suivant résume les différentes démarches sur lesquelles j'ai parlé, un bon résumé ici, de vous présenter les différentes démarches, bon, quel que soit un calcul manuel ou bien un calcul en utilisant un logiciel, mais c'est toujours le même schéma qu'on va suivre pour arriver à dimensionner ou bien à vérifier votre structure. La première étape, c'est de parler des forces appliquées sur la pièce mécanique ou bien sur l'élément de la structure. Et je dis bien, il faut faire attention, ici il y a une grande différence entre les forces appliquées, les efforts extérieurs appliqués, ou bien les actions extérieures appliquées sur l'élément de la structure, et entre les efforts internes ou bien les sollicitations. Ce sont deux choses différentes, mais les efforts internes sont en fonction toujours des forces extérieures appliquées. Donc la première chose, c'est de présenter le modèle, de bien présenter les forces appliquées sur la pièce ou bien l'élément considéré. Par la suite, je vais modéliser ici la structure. S'il s'agit bien d'une poutre, arbre ou bien un poteau, peu importe. Je vais modéliser la structure et sur laquelle je vais appliquer les forces extérieures. Donc, c'est la présentation du schéma mécanique du problème. Mais si je vais parler ici de structure ou bien un élément de la structure, métallique, béton armé, peu n'importe, elle est caractérisée par une section transversale. D'où l'importance ici de déterminer les caractéristiques géométriques de la section en termes de surface, inertie. Bien sûr, par la suite, dans la séance prochaine, on va parler des caractéristiques géométriques. Mais maintenant, on s'intéresse aux liaisons, réactions aux appuis et des forces internes. Lorsque je vais préparer la poutre avec les charges appliquées, je vais déterminer les réactions aux appuis et je vais tracer les diagrammes des efforts internes. Moment, effort tension, effort normal. Mais bien sûr, ça dépend du problème étudié. Je peux rencontrer des poutres qui sont soumises uniquement à un moment fléchissant. On parle ici des poutres fléchies. Des poutres ou bien des poteaux qui sont soumis uniquement à un effort normal, des éléments comprimés ou bien tendus, ou bien les poutres ou bien les éléments de la structure qui sont soumis uniquement au cisaillement, un effort tranché.
Ou bien, je peux avoir un élément dont les trois efforts sont présentés. Si j'arrive à déterminer le diagramme ici des efforts internes, avec la détermination des caractéristiques géométriques, je peux par la suite passer au calcul des contraintes et des formations. Je répète, jusqu'à maintenant, je suis en train de présenter la démarche. Je n'ai pas encore détaillé aucune partie. Par la suite, c'est le calcul des contraintes. Ici, elle va intervenir la norme de conception. Le code 2, le code 3, le code 4 pour les constructions mixtes, BAE 91 pour les bâtiments béton. Pour déterminer quoi? Les conditions de dimensionnement et de vérification. Et on va avoir à la fin un résultat final de la section correcte pour le profil des conçus des faits. Ou bien, est-ce que l'élément proposé, ça vérifie les conditions ou non? Donc, c'est pratiquement l'organigramme et les différentes démarches qu'on doit suivre pour étudier n'importe quel type de projet. De la présentation de schéma mécanique de la poutre, avec les forces appliquées, jusqu'à la détermination des réactions aux appuis des grammes isophores internes, c'est le corps de l'RDF, plus le calcul des déformations, et à la fin, on va utiliser n'importe quelle norme pour regarder quelles sont les vérifications qu'on doit effectuer et toutes les conditions à vérifier et les fonctions de l'effort appliqué, des efforts internes, des caractéristiques géométriques, des caractéristiques mécaniques des matériaux et des coefficients de sécurité. Oui, c'est Mohamed. Est-ce que vous avez des questions? C'est Mohamed Marfina? N'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. N'hésitez pas s'il y a des questions, parce que c'est très très important. La discussion est toujours très importante pour enrichir la formation. N'hésitez pas, ok? Ok. Donc, bon, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Donc, c'est action extérieure. Vous avez une boîte dans laquelle donc, vous avez les forces extérieures. Vous avez, pour la modélisation, vous avez les forces extérieures appliquées sur la construction. Vous avez dans cette boîte-là, ou bien un calcul manuel, ou bien un logiciel de calcul, qui vous permet de déterminer les sollicitations, les efforts internes, et par la suite, le calcul des déformations. C'est une autre présentation de l'organigramme. Mais les différents types des sollicitations. Ok, Serge, je vais parler ici des différents types des sollicitations. Dans n'importe quel projet mécanique, génie civil, vous allez avoir des éléments qui sont soumis à une de ces sollicitations-là présentées dans ce tableau-là. Donc, on va parler dans un premier point, ou un premier cas qu'on va parler, sur lequel on va parler, ce sont les efforts internes. Ce sont les éléments soumis à les efforts normaux. Ok, c'est ça. C'est tout simplement, si vous avez, comme dans ce cas-là, hein, vous avez une barre soumise à un effort de compression ou bien à un effort de traction. Donc, on l'appelle des éléments comprimés, des éléments qui sont soumis à un effort interne normal. Ou bien compression, ou bien traction. Et dans le cas de l'effort un élément soumis à un effort, un effort normal, vous avez uniquement le n qui est différent de 0, effort tranchant égal à 0, moment fléchissant, moment torsion égal à 0, et moment fléchissant égal à 0. Donc, pour les efforts internes sur lesquels j'ai parlé ici, vous allez avoir uniquement un effort n qui est différent de 0. Et donc, c'est la famille des éléments comprimés.
La remarque maintenant importante, c'est que dans l'RDM, si vous avez un effort positif pour la convention de signe, c'est un élément qui est tendu. Si l'élément est soumis à un effort négatif, donc c'est un élément qui est comprimé. Juste pour la convention de signe, sauf que après, lorsque je vais parler robot, c'est l'inverse. Robot, c'est l'inverse. Le robot, si vous avez un effort positif, c'est la compression. Si vous avez un effort négatif, c'est la pression. Mais donc, pour la convention de signe de la RDM, toujours, si je vais présenter un exemple dont j'ai trouvé n négatif, donc c'est l'élément il est comprimé. Si n il est positif, donc n il est positif. Positif, c'est le cas d'un élément qui est tendu. Bien, donc, et c'est généralement, c'est le cas le plus simple dans la RDM. Les éléments comprimés ou bien tendus, c'est-à-dire les éléments soumis à un effort normal, sont les éléments, c'est le cas le plus simple. Mais, qu'est-ce que ça veut dire donc, dans le deuxième cas, c'est un élément qui est soumis à la flexion pure. Lorsque la poutre, regardez ici le schéma, elle est fléchie. Donc, la poutre, elle est soumise à des forces perpendiculaires à l'axe de la poutre. Donc, qu'est-ce qu'elle va engendrer la force? Elle va engendrer la flexion, la déformée de la barre. La flexion. Dans ce cas-là, pour une flexion pure, c'est-à-dire uniquement le moment qui est différent de 0. Ici, plutôt. C'est le moment qui est différent de 0. Le moment torsion égale à 0, l'effort tranchant égale à 0, et l'effort normal qui est égal à 0. Et donc, si je vais parler des poutres fléchies, bien des sections soumises à la flexion pure. La poutre elle est fléchie uniquement. Et vous avez dans les efforts internes, dans l'ensemble, vous avez uniquement un moment qui est différent de 0. C'est quoi la différence entre flexion simple et flexion pure? C'est pratiquement la même chose, sauf que dans la flexion simple, vous avez aussi un effort tranchant qui est différent de 0. Donc, si vous avez une poutre fléchie, flexion pure, dans ce cas-là, vous avez un moment qui est différent de 0 et tous les efforts internes sont égaux à 0. La différence entre flexion simple et flexion pure, c'est que dans le cas de la flexion simple, vous avez aussi l'effort tranchant qui est différent de 0. Donc, effort tranchant différent de 0, plus un moment fléchissant qui est différent de 0 ici. Les éléments soumis au cisaillement, c'est-à-dire le cas suivant, il y a un effort tranchant qui est différent de 0 uniquement. Cisaillement pur, regardez ici. Effort normal égal à 0, moment de torsion égal à 0, moment fléchissant égal à 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement un effort tranchant qui est différent de 0. Et donc, les sections qui sont soumises au cisaillement pur. Ils sont soumis à l'effort tranchant. Bien sûr, la torsion pure, comme si l'astrophère, donc c'est une section qui est soumise à une rotation de la section. C'est-à-dire qu'il y a la torsion. Et surtout, là, c'est vrai que dans le domaine du génie civil, c'est rare. Bon, c'est rare de trouver des poutres ou bien des éléments qui sont soumis à la torsion. Mais par contre, dans le domaine de la mécanique pure, donc on peut trouver des arbres qui sont soumis à la torsion. Dans les pièces mécaniques, je peux trouver des arbres. Regardez le schéma en bas, à droite. Donc c'est une section qui est soumise à une rotation de la section. Mais la remarque la plus importante, c'est que la section, elle va être soumise aussi au cisaillement, la même chose que l'effort tranchant. Bon. Je passe maintenant, on va revenir encore une fois, lorsqu'on va parler des efforts internes, on va encore revenir au même diapo. Et n'oubliez pas aussi de parler sur la flexion composée. Et là, dans le domaine du génie civil, on va rencontrer beaucoup ces sollicitations-là parce que flexion composée, c'est-à-dire que vous avez deux à la fois. Flexion plus un effort. C'est ça, la flexion composée, c'est-à-dire composée. Composée de quoi? C'est une poutre fléchie
plus elle est soumise à la compression. Compression plus un moment fléchissant, donc c'est la flexion composée. Comme je vous ai dit, je reviens après sur ce diapo-là, mais le plus important, c'est que peu importe l'élément étudié dans les constructions métalliques, dans les constructions en béton armé, en béton précontraint, en construction mixte, ou bien des pièces mécaniques, on va trouver c'est-à-dire on va étudier un cas dans les sollicitations, c'est une sollicitation parmi les sollicitations présentées dans ce tableau-là. Bien sûr, les notions de base et l'introduction générale s'arrêtent ici. Je vais revenir par la suite détailler les différentes parties de cette présentation-là. Mais je vais maintenant commencer réellement le RDM. Et bien sûr, le premier point, c'est la définition. Qu'est-ce que ça veut dire une poutre d'abord? J'ai parlé de la poutre, de l'intervention des réactions d'appui, la résolution des problèmes, des efforts internes. Qu'est-ce que ça veut dire une poutre? Qu'est-ce qu'il dit la définition? On appelle une poutre un solide engendré par des surfaces appelées sections droites. Donc une poutre, elle est caractérisée par une section droite. Donc là, j'ai parlé de détermination des caractéristiques géométriques. De quelle partie? De la section droite de la poutre. Bien sûr, dans la définition, j'ai présenté une surface quelconque, mais une poutre circulaire, poutre rectangulaire, carré, un poteau carré, circulaire, plein, vide, creux, plutôt creux, il n'existe pas la forme de la géométrie, ça va influencer sur les caractéristiques géométriques, sur le comportement de la section. Mais de façon générale, une poutre, c'est un volume est caractérisé par une section droite. Mais lorsqu'on va présenter une poutre dans l'RDM, on va présenter ce schéma-là. On va présenter, on va parler ici on va parler ici de schéma mécanique de la poutre. Lorsqu'on va présenter une poutre, on va présenter les appuis et on va présenter une ligne uniquement. Sachant que j'ai parlé dans ce schéma-là, dans la définition, qu'un poutre, c'est un volume. Ok, dans la réalité, regardez partout. La poutre, c'est un volume qui est caractérisé par une section transversale. Mais on va présenter la poutre par la fibre moyenne. C'est quoi la fibre moyenne? La fibre moyenne, c'est l'axe qui passe par le centre de gravité de la section transversale. Le milieu de la section transversale. Donc, je n'ai pas besoin de présenter dans le schéma mécanique une poutre avec une section réelle. Je vais présenter la poutre uniquement par un axe. Et l'axe, elle s'appelle la courbe ou bien la fibre moyenne, qui est finalement une ligne qui passe par les centres de gravité des sections droites. Ici, la poutre, elle est caractérisée par la même section. Donc, la fibre moyenne, c'est une droite horizontale. Et généralement, dans le domaine de génie civil, on rencontre dans le domaine des bâtiments des poutres dans la section, elle est uniforme, c'est la même section. Et donc, la fibre moyenne, c'est un axe. C'est une droite horizontale. Donc, la poutre, pour notre cas, et pour la RDM, elle est caractérisée par deux points, deux paramètres. Le premier, c'est la section transversale, et donc des caractéristiques géométriques de la section transversale, et elle est caractérisée aussi par une fibre moyenne, une courbe, et cette courbe-là, c'est une droite qui passe par le centre de gravité des sections transversales. Le centre de gravité, c'est pour une section, c'est le milieu de la section. C'est le centre de gravité, c'est le centre c'est une caractéristique géométrique que je vais présenter, bien sûr, les moyens qui nous permettent de déterminer la position de centre de gravité. Bien sûr, pour les sections classiques, on connaît directement la position de centre de gravité. Pour les sections compliquées, il y a des méthodes de calcul pour déterminer la position exacte du centre de gravité de la section.
Ça, en ce qui concerne la présentation d'une poutre, par les appuis, les liaisons, et aussi par une ligne, et cette ligne-là représente la fibre moyenne, et réellement, c'est une droite euh, qui passe, c'est une courbe, de façon générale, c'est une courbe, qui passe par le centre de gravité de la section. Et donc, la section transversale, elle est perpendiculaire à la fibre moyenne de la poutre. Ok? On parle d'une poutre si la racine carrée de la surface elle est très faible devant la longueur de la poutre. Ça, en ce qui concerne la présentation géométrique de la poutre. En ce qui concerne le matériau, comme je vous ai dit au début de la formation, que le calcul, le résultat, en termes de contraintes des formations, elle dépend de l'intensité des efforts internes, mais elle dépend aussi des matériaux. Et le matériau considéré sont les matériaux homogènes et isotropes et continus. Continu, c'est-à-dire il ne contient pas d'élite, donc continu. Isotrope, c'est-à-dire il possède les mêmes caractéristiques mécaniques et physiques en tout point et dans toutes les directions. Homogène, c'est-à-dire il est constitué de la même matière en tout point de la poutre et de la section transversale. Donc, regardez ici un exemple d'une poutre métallique en I ou bien une poutre en béton A. C'est vrai que la question qui se pose ici, c'est que dans le domaine du bâtiment, par exemple le béton, il ne s'agit pas d'un matériau homogène, ok, je suis d'accord, mais on suppose que ce matériau-là, il est homogène et isotrope pour qu'on puisse appliquer les règles de l'RDM, et c'est une hypothèse prise afin d'étudier finalement le projet en béton. C'est une condition prise parce que, comme je vous ai dit, l'acier, il est très clair que c'est un matériau. Si je prends de cette poutre-là, donc c'est une poutre en acier, c'est le même matériau, donc c'est homogène, continu, il contient du vide, et aussi il est isotrope, c'est le même matériau. Donc il possède en tout point et dans toutes les directions les mêmes caractéristiques géométriques, mécaniques et physiques. Par contre, pour les constructions, par exemple en béton, le matériau, le béton, il est composé de gravier, des granulats de grade, du ciment, pour les poutres en béton ciment, pour le béton ciment. Donc c'est le ciment liant plus les granulats plus de l'eau, donc c'est un matériau hétérogène. Mais on considère ça comme étant un matériau homogène afin d'appliquer les règles de l'RDM. Mais il faut faire attention ici, les règles de l'RDM, sur laquelle on va parler durant toute cette formation-là, sont applicables pour les matériaux homogènes, constitués par la même matière en tout point, donc en tout point de la section transversale et en tout point le long de la poutre. Isotrope, c'est-à-dire en tout point, un de l'axe possède les mêmes caractéristiques mécaniques et physiques, mécanique en termes de résistance, limite d'élasticité, contrainte de rupture, physique en termes de masse volumique, poids volumique, et continu, c'est-à-dire il ne contient pas de vide. Bon, pour le béton, il ne contient pas de vide, on va bien le libérer et on va bien exécuter l'élément de la structure. Kiff, comme on peut étudier des éléments poutres, on peut aussi étudier des éléments plaques. Les plaques. Les plaques, dans le domaine de la RDM, ce sont des éléments tels que l'épaisseur H, ici, elle est très très faible devant les autres dimensions, la largeur et longueur de la plaque. Et donc, dans le domaine des constructions, bien sûr, ici, si je prends l'exemple du dalle pleine, c'est un élément dont l'épaisseur elle est très faible devant les autres dimensions. L'épaisseur de la dalle, par exemple, 20 cm, devant la portée de la dalle qui est égale à 8 mètres. 20 mètres, elle est négligeable devant 8 mètres, donc je peux considérer ça comme étant une plaque. Les tabliers d'un pan dalle, il y a d'un pan à poutre, kiff, c'est un élément dont l'épaisseur, 60 cm par exemple,
devant la portée de la dalle qui est égale à 18 mètres. Donc 60 cm, il est très faible devant 18 cm. Donc pour étudier un tablier pour un pan dalle ou bien un pan poutre, on applique les règles de Verdier et on considère cet élément-là comme étant une plaque. Et donc, le robot, on utilise déjà le type de projet utile d'une plaque pour modéliser cette structure-là. Les radiers générales aussi sont des plaques. Les radiers générales, ce sont aussi pour la fondation, c'est une plaque parce que la surface, la longueur du radier par rapport à l'épaisseur des radiers, il est très importante. Donc, dans le domaine, dans la formation ou bien dans le domaine de la FDM, vous allez rencontrer deux types de structures, des éléments de la structure, ou bien des structures type poutre, caractérisées par une section droite, d'où on a besoin de déterminer toutes les caractéristiques géométriques de la section droite de la poutre, position de centre de gravité, l'inertie, l'aire de cisaillement, le moment statique, ainsi de suite. On doit connaître le matériau qui constitue la poutre pour connaître la résistance maximale de cette poutre-là. Et aussi, on va présenter la poutre avec une seule ligne. Et cette ligne-là représente quoi? Représente la fibre moyenne. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, une poutre comme ça, hein, une poutre cylindrique, donc la fibre moyenne, c'est un axe, ok? C'est un axe qui passe par les centres de gravité des différentes sections. Donc il suffit de présenter la poutre avec la ligne rouge, et c'est un axe, comme je vous ai dit, qui passe par le centre de gravité de la section. Ok? Bien sûr, s'il s'agit bien le deuxième type de structure peut être rencontré, c'est les plaques. Les plaques, comme je vous ai dit, c'est un élément dont l'épaisseur est très faible devant les autres dimensions. Par exemple, les tôles métalliques, ce sont tous des plaques. On va étudier ici des éléments plaques. Ok. Allez, maintenant, j'ai dit que je vais, à partir de diapo 14, je vais commencer de détailler les différentes parties. Et n'hésitez pas, j'insiste, n'hésitez pas à poser des questions pour bien clarifier les différentes parties, parce que d'une séance à une autre, là, on va avancer. N'hésitez pas, s'il y a des questions, écrivez un message, ou bien vous pouvez intervenir directement, même sans demander la permission. Ok? Ben, ok, donc j'espère que c'est clair pour la présentation, c'est-à-dire, par exemple, j'insiste sur ces parties-là. Par exemple, si vous avez une poutre en béton armé, voici la poutre de section rectangulaire, appuyez sur deux poteaux, ok, hein, appuyez sur deux poteaux, la poutre elle est appuyée sur deux poteaux. C'est la réalité, c'est le modèle réel. Voici le modèle réel. Le schéma mécanique, je vais présenter tout simplement. Vous avez ici le centre de gravité, donc voici la ligne moyenne. Je vais présenter la poutre par une ligne moyenne, la fibre moyenne plutôt. Et, bien sûr, afin de bien modéliser la poutre, il faut bien connaître la nature des liaisons entre poutre et poteau. Et c'est ça l'objectif de la prochaine partie. Voici la présentation des poutres. Supposons que cette poutre, je peux prendre différents exemples. Supposons que cette poutre-là, elle supporte un poteau naissant, un poteau. Et je ne vais pas présenter un poteau ici, mais je vais présenter une force concentrée. Et cette force concentrée-là représente l'action extérieure du poteau appliqué sur la poutre. Et pourquoi on présente ce schéma mécanique-là? C'est pour dimensionner la poutre afin que
les dimensions de la section qu'on va trouver résistent bien à l'effort appliqué transmis par le poteau. Supposons dans un deuxième cas que la poutre elle est supporte un mur. Un mur, par exemple, en maçonnerie en briques. Okay? Je vais terminer la charge qui représente le mur et je vais présenter ici une poutre soumise à une charge répartie. Je représente quoi cette charge répartie? C'est une action extérieure. Je n'ai pas encore parlé des actions intérieures. Des sollicitations plutôt, ou des efforts intérieurs. Donc, représente quoi cette force-là répartie? Représente l'action du mur exercée sur la poutre. Kif kif. Si il s'agit bien d'un mur, mais qui est appliqué uniquement sur une partie de la poutre. La poutre, c'est l'autre, c'est tout. Par exemple, c'est une distance égale 3 mètres. Je vais présenter ici une charge répartie appliquée uniquement sur 3 mètres. C'est la partie modélisation. Du modèle réel vers le schéma mécanique, c'est la modélisation. Et là, ça représente le schéma mécanique qu'on va utiliser pour la résolution et pour la détermination de direction d'appui, des efforts internes, des champs de contrainte, etc. Mais supposons que cette poutre-là, pour finaliser avec la modélisation, supposons que cette poutre-là a une section rectangulaire, B fois H. Je vais présenter juste là les dimensions de la section transversale afin de calculer les champs de contrainte et des formations en se basant sur les efforts internes et les caractéristiques géométriques de la section transversale. Donc voici le modèle qui représente. Puisque j'ai parlé des schémas mécaniques, là, il faut distinguer entre les différents types des forces. Les différents types des forces. J'insiste. J'ai parlé des différents types des éléments rencontrés dans l'RDM, ou bien une poutre, ou bien une plaque. Qu'est-ce qui frappe le poteau? C'est une poutre verticale, pratiquement. Mais vous pouvez avoir des éléments qui sont soumis à une force concentrée. Comme l'exemple déjà traité, un poteau naissant pour une poutre. Le poteau, elle va exercer une force concentrée appliquée en un point. Et l'unité de cette force-là, c'est le Newton dans le système international. Je peux avoir ici des poutres, des dalles, bien des poteaux soumis à une force répartie. Une charge répartie. Charge répartie. Répartie linéaire. Je vais répartie linéaire. Elle est appliquée sur une distance bien déterminée, bien sur toute le longueur de la poutre. Puisqu'elle est linéaire. Bon, uniforme ou bien non uniforme, ça dépend de la charge. Je peux avoir une charge, par exemple, trapézoïdale ou bien rectangulaire. De toute façon, peu importe, uniforme ou bien non uniforme, ça reste toujours une charge répartie. C'est quoi l'unité dans ce cas-là? C'est le Newton par mètre linéaire. Ou bien, pour les éléments surfaciques tels que les dalles, les plaques de façon générale, c'est la charge répartie michelinique. Sont les charges réparties, surfaciques. Et l'unité dans ce cas-là, c'est le Newton par mètre carré. Donc, pour les différents types de structures rencontrées, je peux avoir des éléments soumis à des forces concentrées, soumises à des charges linéiques, uniformes ou bien non, ça dépend du cas, et ou bien des charges surfaciques. Voici les différentes unités. Donc, juste pour préciser, c'est quoi le Newton? On utilise le deuxième principe de Newton, F égale M fois A, ou bien M fois G. L'unité de la force, c'est le Newton. Donc, c'est quoi réellement le Newton? La masse en kilogrammes. Et l'accélération de pesanteur, c'est mètre par seconde carré. Donc, 1 Newton, c'est tout simplement le kilogramme par mètre par seconde carré.
Ici, l'unité de la force. Ok. Bon, là, c'est juste parce qu'on va étudier plusieurs types de structures, dans différents types de structures, et bien sûr, je vais présenter différents schémas mécaniques, parfois avec des forces concentrées, parfois avec des forces, des charges réparties, ou bien pour les éléments plats, on parle ici de charges surfaciques, comme je peux avoir des pièces soumises à un couple de moments. C'est-à-dire pour les éléments, par exemple, soumis à la torsion. Ou bien un couple de flexion, un couple de moments dans ce sens-là, c'est pour engendrer la flexion. Là, c'est un moment local. C'est quoi l'unité du moment? C'est le newton fois mètre cette fois-ci, pour l'unité du couple. Ben, donc, je continue. Là, j'ai présenté le cas d'une poutre, en métallique ou bien en béton armé, qui est qui est appliquée, plutôt qui est appuyée sur un poteau. Et le poteau, il est appuyé sur une fondation. Ou là, le poteau, il est appuyé sur un autre poteau s'il s'agit bien de l'étage intermédiaire. Ok. Ben, et je vais chercher à modéliser cette structure-là. Donc, je vais présenter la fibre moyenne, mais la géométrie de la section transversale, mais c'est important ici de bien estimer ou de bien déterminer la nature de la liaison. Et donc là, on doit faire attention, bon, on doit bien connaître les différents types des appuis et les différents types des liaisons rencontrées dans le domaine du mécanique. C'est quoi, dans le domaine des mécaniques de façon générale, c'est quoi le rôle de la liaison? C'est le rôle de la liaison. C'est la bonne transmission de la charge générée par la poutre et transmise vers les autres éléments. Tout simplement. Je vais terminer les efforts internes de la poutre pour dimensionner la poutre. Mais pour dimensionner par la suite poteau, il faut bien déterminer la charge générée par la poutre transmise vers le poteau. Et c'est quoi l'élément qui va assurer cette transmission-là? Ce sont les liaisons. Ok? Ben. Ok. Donc, je vais commencer par les liaisons, les trois liaisons connues. Les traits rencontrés. L'appui simple, la rotule et l'encastrement. Normalement, tout le monde connaître ces liaisons-là. Mais, personnellement, j'ai enseigné le RTM et la mécanique des structures pour les ingénieurs et pour les techniciens, et je rencontre toujours des problèmes lorsque j'ai demandé une définition de l'un de ces appuis-là. Je trouve toujours que les étudiants n'ont pas la possibilité de bien expliquer, bien définir une liaison, ou bien un appui. D'abord, avant de parler de ces appuis-là, je reviens pour une dernière explication. Regardez ici, bien sûr, lorsque je vais parler d'une poutre, par exemple, bon, ok, là peut-être pour clarifier, j'ai parlé des différentes sollicitations, j'ai parlé des éléments fléchis. Qu'est-ce que ça veut dire éléments fléchis? Lorsque, tout simplement, c'est ça, lorsque la poutre, elle est soumise à une force, et la force, elle est perpendiculaire à la fibre moyenne. Or, là, on dit une poutre fléchie. Qu'est-ce qu'elle va engendrer, la force? Elle va engendrer la flexion dans le plan de la poutre. Avec ce qu'on appelle fléchie. Fléchie, lorsque la poutre, elle est soumise à une force qui est perpendiculaire à la fibre moyenne. Si la force elle est parallèle à la fibre moyenne, l'élément est comprimé ou bien il est tendu. Ça dépend du sens de la flèche.
Ok, bon, je vais parler pour les autres types de sollicitations. Mais qu'est-ce que ça veut dire fléchi? Qu'est-ce que ça veut dire fléchi? Qu'est-ce que ça veut dire une poutre fléchie? Lorsque la poutre elle est soumise à une force. Dans la force, elle est perpendiculaire à la fibre moyenne. Donc, c'est la définition d'une poutre fléchie. Et si je reviens à ce diapo-là, là où j'ai parlé des différents types de sollicitations rencontrées dans le domaine de la mécanique d'une façon générale, vous avez ici la flexion pure et la flexion simple. C'est quoi la différence entre les deux? euh, Flexion pure, lorsque la section de la poutre elle est soumise uniquement à un moment fléchissant. Et tous les autres efforts sont égaux à 0 interne. Flexion simple, c'est lorsque elle est soumise à la flexion plus un effort de tension qui est différent de 0. Et donc, dans ce cas-là, le problème étudié ou la poutre présentée ici, c'est une poutre qui est soumise à la flexion simple. Pourquoi la flexion simple? Parce que à la fois, elle est soumise à un moment fléchissant parce que la force est perpendiculaire à l'équilibre moyen, et aussi cette force-là, elle va engendrer le cisaillement de la section transversale, et donc c'est la flexion simple. Mais bien sûr, lorsqu'on va parler des efforts internes et les méthodes utilisées pour déterminer les diagrammes des efforts internes, je vais bien présenter les différents cas et je vais essayer d'expliquer comment on distingue entre les différents types d'exceptions pour bien connaître est-ce que le problème étudié s'agit bien d'un élément qui est soumis à un effort axial ou bien soumis à la flexion. Est-ce que c'est la flexion pure, la flexion simple, la flexion déviée, la flexion composée, la torsion, ainsi de suite. Donc, bien sûr, on va détailler tout ça. Mais le plus important, c'est lorsque j'ai présenté le cas d'une poutre appuyée sur un poteau, et j'ai dit que je ne vais pas étudier dans l'RDM cet exemple-là. Poteau, une poutre, et bien sûr, je ne vais pas étudier ça. Je vais chercher à déterminer le schéma mécanique de la poutre par la présentation de la poutre, comme je vous ai dit, par un fibre moyen, et c'est un axe qui passe par le centre de gravité de la section. Ce n'est pas toujours une droite horizontale uniquement lorsque la poutre, dans la section, elle est uniforme sur tout l'entour de la poutre. Et c'est le cas, bien sûr, des poutres rencontrées dans le domaine des bâtiments en béton. C'est toujours une ligne droite parce que la poutre, elle a la même section, même si elle s'agit bien d'une section variable, mais toujours les centres de gravité sont confondus. Dans le domaine des mécaniques, par exemple, il peut avoir des poutres en arc, et donc la fibre moyenne, c'est un arc. Donc, toujours, elle va suivre la géométrie, mais c'est une droite, ou bien c'est une courbe qui passe par le centre de gravité de la section. C'est simple ça. Mais le plus important pour moi, c'est comment on peut déterminer la liaison entre la poutre, et comme je vous ai dit, le rôle de la liaison, c'est la transmission de la force générée par la poutre et transmise vers le poteau. Parce que si je vais étudier un projet, je vais dimensionner une structure en béton armé, je vais dimensionner une poutre, et je dois dimensionner aussi le poteau. Et donc, je dois déterminer la force générée, ou bien la charge générée par la poutre et transmise vers le poteau. C'est quoi l'élément qui va assurer cette transmission-là? Ce sont les liaisons, sans engendrer des parasites. Si je vais parler des liaisons, elle va transmettre la charge réelle générée par la poutre vers le poteau, sans ajouter d'autres charges. Si vous avez un problème au niveau de la liaison, elle peut engendrer, ou bien elle peut amplifier ou augmenter la charge appliquée. C'est pour cette raison, on doit faire attention dans la modélisation des appuis. Donc, les appuis, bien les liaisons, les liaisons, elles vont assurer la transmission correcte des charges vers les autres éléments de la structure, d'une part, et d'autre part, elle va assurer la stabilité de la poutre. Et donc, c'est pour cette raison, lorsqu'on va étudier une poutre, on a le droit d'appliquer les principes de la statique, bien le principe fondamental de la statique. Allez,
La poutre, elle est statique. Il ne bouge pas. Pourquoi la poutre, elle ne bouge pas? Grâce aux appuis. Donc, les appuis, ils vont assurer l'instabilité de la poutre vis-à-vis des charges appliquées à travers les réactions aux appuis. Donc, cette force-là, j'ai commencé j'ai ouvert juste des parenthèses pour parler de la flexion. Donc, si la poutre elle est soumise à une force perpendiculaire à la flexion moyenne, c'est une poutre qui est soumise à la flexion. Et le résultat, finalement, c'est un moment fléchissant. La poutre, elle va fléchir dans le plan de la poutre. Et donc, là, on va considérer des structures planes. Si je vais prendre ici l'axe Y, l'axe X, bon, généralement, dans les différents livres, le X, c'est l'axe de la poutre, parfois Z. X, c'est l'axe de la poutre. Y, c'est l'axe perpendiculaire et donc toujours dans le plan de la poutre. Et Z, c'est l'axe perpendiculaire à l'écran. Bien perpendiculaire à l'écran. Donc, ce sont des structures planes. Et donc, là, on doit faire attention quels sont les mouvements qui peuvent être engendrés, qui peuvent être bloqués ou bien autorisés par ces liaisons-là. Pour les structures planes, on va parler de 3. Les déplacements horizontaux UX, le déplacement vertical UY et la rotation autour de l'axe Z. Voici les 3 mouvements si on va considérer que notre structure est plane. Et donc, s'il s'agit bien d'une modélisation tridimensionnelle, au lieu d'avoir 3 mouvements de déplacement et une rotation, on va parler des 6 mouvements, 3 déplacements et 3 rotations. On va commencer par les structures planes. Et dans ce cas-là, les liaisons, ou bien la différence entre les différents appuis, c'est au niveau de quoi? Au niveau du nombre des mouvements bloqués et le nombre des mouvements autorisés. Vous avez 3 mouvements, 2 déplacements et une rotation. Chaque appui, elle est caractérisée par un nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire un nombre des mouvements autorisés. Si elle autorise 2 mouvements, elle bloque un mouvement, parce que le nombre total des mouvements, c'est 3. Si elle bloque un seul mouvement, donc il laisse 2 mouvements autorisés. Et s'il bloque tous les mouvements, donc le degré de liberté égale à 0, 0 degré de liberté, et donc aucun mouvement qui est autorisé. Donc, maintenant, appui simple, rotule ou bien articulation et encastrement, ce sont les 3 types des appuis rigides rencontrés dans rigide. Je dis bien rigide parce que je vais parler des appuis élastiques. Rigide rencontrés dans le domaine de la mécanique. Mais la différence entre ces 3-là, c'est au niveau de quoi? Au niveau du nombre de degrés de liberté. Juste pour le moment, si je vais prendre un point ici, elle peut effectuer un déplacement selon X, un déplacement selon Y et une rotation autour de Z. Maintenant, c'est quoi la différence entre les différents appuis présentés là? L'appui simple, bon, j'ai dit si j'ai un point ici, elle a 3 degrés de liberté. 3 degrés de liberté. L'appui simple, c'est un appui qui bloque le déplacement vertical selon Y. Donc, le déplacement selon Y, elle est bloquée. C'est-à-dire, la liaison appui simple, elle n'autorise pas le déplacement vertical. Par contre, le déplacement selon X, elle est autorisée. La rotation autour de Z, elle est aussi autorisée. Donc, par rapport aux 3 degrés de liberté, elle va bloquer un mouvement et un déplacement. Et donc, elle possède une liaison, puisqu'elle bloque un mouvement, donc une liaison. Et donc, puisque la somme totale c'est 3, donc elle possède 2 degrés de liberté pour cet appui. Ok. Mais puisque elle possède une liaison,
Donc, sûrement, elle est caractérisée par une réaction aux appuis. C'est quoi la réaction aux appuis? Ou bien c'est une force, ou bien c'est un moment. Mais regardez ici, c'est quoi le mouvement bloqué? C'est un déplacement. Mais pour déplacer un objet, il faut appliquer une force. Dans ce cas-là, la réaction aux appuis, c'est une force. RY. Le nombre des inconnus pour cet appui-là, c'est un seul inconnu. Et c'est la réaction aux appuis RY. Et c'est une force. Et c'est une force extérieure. J'ai parlé des forces extérieures et des forces intérieures. Ou bien des efforts intérieurs. Les réactions aux appuis restent toujours dans le cadre et dans la famille des forces extérieures appliquées sur la structure. Je passe à l'articulation maintenant, ou bien la rotule. Toujours en 2D, on parle. C'est quoi la différence entre l'appui simple et la rotule? C'est que la rotule, elle bloque le déplacement vertical, elle est bloquée. Elle bloque le déplacement horizontal, aussi elle est bloquée. Elle laisse uniquement la rotation qui est autorisée. Donc, combien de degrés de liberté? 1 degré de liberté uniquement. Et c'est la rotation autour de Z. Et combien de liaisons? 2 liaisons. Pourquoi 2 liaisons? Parce qu'elle bloque les 2 déplacements. Et puisque les mouvements bloqués sont des déplacements, donc elle possède 2 réactions aux appuis qui sont des forces, RY et RX. Et combien de inconnus pour cette liaison-là? C'est 2 inconnus. 2 inconnus, c'est-à-dire on doit chercher à quoi est égal ces réactions aux appuis pour les différentes, bien sûr, structures qu'on va étudier. Maintenant, l'encastrement. L'encastrement, elle bloque tous les mouvements. Donc, 0 DDF. 0 degré de liberté. Il n'autorise ni déplacement horizontal, ni déplacement vertical, ni la rotation. Donc, combien de liaisons? 3 liaisons. Et le nombre des réactions aux appuis égale le nombre de liaisons. OK? Bon. Elle bloque le déplacement vertical. Un déplacement, donc la réaction aux appuis, c'est une force verticale. Elle bloque le déplacement horizontal. Donc, on applique RY pour avoir la réaction aux appuis. Et on bloque une rotation. Dans ce cas-là, la réaction aux appuis, c'est un moment. Parce que pour faire tourner un objet, on doit appliquer un moment. Un moment, bien sûr. Donc, je reviens à la question de c'est Mohamed. Elle a dit que c'est quoi la différence entre une structure isostatique et une structure hyperstatique? C'est tout simplement, c'est que pour les structures isostatiques, le nombre des inconnus qui sont des réactions d'appui égale le nombre des équations utilisées pour la résolution de problèmes. Et pour les structures hyperstatiques, ce sont les structures dont le nombre des réactions aux appuis, elles dépassent le nombre des équations. Et le nombre des équations, je vais parler de ça, mais le nombre des équations égale 3. Si vous avez 3 réactions aux appuis, vous avez 3 équations, 3 inconnues, 3 équations, donc on peut le recoupler, et c'est une structure isostatique. Si vous avez un nombre d'élections aux appuis qui dépasse le nombre des réactions, des équations qui est toujours égal à 3, donc dans ce cas-là, c'est une structure hyperstatique. Je n'ai pas parlé des structures hypostatiques parce qu'ils n'existent pas. Ce sont les structures dont les réactions aux appuis est inférieure à 3. Mais ils n'existent pas parce que ce sont des structures non stables. Exemple ici des appuis simples. Dans le domaine des ouvrages d'art. Ok, je reviens là. Mohamed il est en train d'envoyer des messages, donc je dois répondre à la question de Mohamed. Le nombre. Non. Non, faire attention, Mohamed. Regardez, pour l'appui simple, c'est vrai que vous avez 3 liaisons, 3 mouvements pour les différents liaisons. Mais le nombre des réactions aux appuis, c'est le nombre des mouvements bloqués. Pour l'appui simple, elle bloque uniquement. L'appui simple, il bloque uniquement le mouvement
le déplacement vertical. Un seul mouvement qui est bloqué, qui est un déplacement vertical. Donc, le nombre de liaisons égale à 1. Le nombre de directions où j'appuie égale à 1. Les mouvements autorisés, là où j'ai pas de direction où j'appuie. Mais il y a une réaction où j'appuie lorsque le mouvement il est bloqué. Supposons que je prends ce téléphone-là. Il possède un appui. Si j'applique une force, il y a une réaction aux appuis. Mais s'il n'y a pas un appui, si le déplacement vertical est autorisé, donc il n'y a pas une réaction aux appuis. Donc le nombre des réactions aux appuis, c'est le nombre des mouvements bloqués. Ce n'est pas le nombre des mouvements autorisés. Le nombre des liaisons, c'est ça. Est-ce que c'est bon ou non? Mohamed, c'est bon? Donc pour l'appui simple, il possède une seule réaction aux appuis. Pour la rotule, elle possède 2 réactions aux appuis. Et pour l'encastrement, il y a 3 réactions aux appuis. Alors pourquoi 3 dans l'encastrement? Parce qu'il bloque les 3 mouvements. Quand j'ai l'axe, il y a 0 réaction aux appuis. Donc là, l'axe, l'encastrement, elle bloque tous les mouvements. Et donc, ça ma réaction pour les 3 mouvements. Mais, exemple des appuis simples. J'espère que les figures les photos sont claires. Le premier exemple pour l'appui simple, j'ai dit quoi l'appui simple? L'appui simple, il autorise le déplacement horizontal. La NAS, les appuis en élastomère traité utilisés dans le domaine des ouvrages d'art sont des appuis en caoutchouc. Et le tablier pour les pans d'art, ou bien les poutres pour les pans à poutres, sont appuyés sur ces appuis-là qui est en élastomère traité. Sous l'effet des efforts de freinage des engins, elle va appliquer les efforts de freinage, elle va appliquer une force parallèle à la dalle, et donc elle va essayer de déplacer la dalle selon X. Pour éviter d'avoir un effort de compression supplémentaire dans la dalle, on utilise des appuis en élastomère traité pour autoriser un léger déplacement autour de X, pour ne pas avoir une réaction aux appuis et donc un effort appliqué normal à la dalle. Pour les constructions métalliques, on utilise les trous oblongs dans l'assemblage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des trous dont le diamètre des trous, elle dépasse le diamètre des boulons. Allez, c'est lorsque vous avez une poutre métallique et lorsque vous avez l'effet de la température qui va engendrer une dilatation thermique, elle a la liberté de se déplacer légèrement selon X pour éviter l'effet de la température. Là, elle va se déplacer légèrement. Si le déplacement est autorisé, donc la réaction aux appuis selon X égale à 0, et donc la poutre n'est pas sollicitée par un effort normal. Kif de regarder cette poutre-là, regardez ici l'assemblage, le boulon, la longueur de la trou il est plus important que le diamètre du boulon. Donc, s'il y a une force horizontale, elle va se déplacer horizontalement. Donc, les appuis simples sont très rencontrés. Dans le domaine des ouvrages d'art, ce sont les appuis en élastomère traité pour tout simplement pour éliminer l'effet des forces de freinage des engins, dilatation thermique parfois. Et pour les constructions métalliques, pour l'acier, il est utilisé pour les constructions. Donc, il est sensible vis-à-vis l'augmentation de la température. Et donc, pour éviter l'effet de la température, ils vont autoriser le déplacement horizontal. Exemple des rotules. Là, j'ai pris l'exemple des pieds poteaux articulés. Donc, on va utiliser... سي فاخر Oui. محمد ديجا بعث كيسيون على المومون في لابوي سامبل لي زيكزامبل اللي كنا نشوف فيهم. ليش خطي سامحني؟ قلت لك سي محمد ديجا سألك كيسيون على المومون في لي زيكزامبل اللي كنا نشوفوا فيهم. اوكي تري بيان لحظة بركة. ترجي bien sûr. Ok, très bonne question. Là, bien sûr, on n'a pas un moment. Allez, on n'a pas un moment. Aussi, la rotation autour de Z, elle est autorisée. Fait les différentes, fait les trois appuis. Aussi, la rotation, elle est autorisée. Légèrement la rotation autour de Z. Et donc, si la rotation elle est autorisée, le mouvement est à 0.
وهذوما le cas des structures isostatiques. La poutre, elle est appuyée de part et d'autre sur un mur voile en béton ou elle est sur les poutres. Kif, s'il s'agit bien d'un pont à poutre, pour les ponts d'âne, c'est une structure hyperstatique. Mais pour les ponts à poutre, avec des élastomères traités, c'est une poutre isostatique, une seule KV, appuyée sur une élastomère qui autorise le déplacement selon X et aussi la rotation autour de X. Elle bloque uniquement le déplacement. Avec un traumatique, tout simplement, il est appuyé sur un appui en élastomère traité qui est appuyé sur les piles. Okay? Donc, madame, elle bloque le déplacement selon Y, elle prend traumatique. Madame, elle bloque la poutre, l'appui, elle bloque le déplacement selon Y, la poutre l'appui, elle va supporter la poutre à un effort vertical, à une réaction verticale. La réaction verticale, c'est elle qui va assurer la stabilité. Donc, pour ces exemples-là, la rotation autorisée, puisque la rotation elle est autorisée au moment égal à 0, puisque le déplacement selon X autorisé, donc la réaction selon X égale à 0, donc on a un effort normal appliqué sur les poutres uniquement la réaction verticale qui est bloquée, donc le déplacement vertical qui est bloqué, et donc indiqué une réaction verticale. Pour la rotule, le farq bin la rotule la plus simple, uniquement une rotule, elle bloque aussi le déplacement horizontal. C'est tout simplement ça. Donc si je vais considérer un pied poteau avec deux boulons, elle ne peut pas, un boulon avec le même diamètre que la trou, elle est du même diamètre que le boulon. Donc dans ce cas-là, le déplacement puissance elle est bloqué. Le déplacement puissance elle est bloqué, uniquement la rotation qui est autorisée. Donc avec deux réactions. Bon, pour l'encastrement, c'est très simple. Pour l'encastrement, là, on a مثلا pied poteau encastré avec au minimum 4 boulons. والا عندك هنا pour les constructions métalliques vous avez une traverse avec un poteau avec هذه inséré des boulons. Donc très clair là انه le poteau par rapport à la fondation, il ne peut ni tourner ni se translater selon les différents axes. Donc tous les mouvements sont bloqués. OK? Donc là bien sûr, il faut connaître, j'insiste là, il faut bien connaître les inconnus de l'émission. Allez, la première partie dans la résolution des problèmes, elle porte sur la détermination de ces réactions-là. Donc, les méthodes qu'on utilise pour détermination des réactions d'appui, là, il faut connaître d'abord comment quels sont le nombre d'abord des réactions aux appuis et aussi quelles sont les réactions d'appui que je dois présenter dans le schéma mécanique sur lequel j'ai parlé. Par exemple, là, par exemple, j'ai une poutre. Ici, vous avez une rotule. Ici, vous avez un appui simple. Bon, là, la poutre, elle est soumise à différentes forces. Okay? Mais pour le moment, ok. C'est quoi ça? C'est une rotule. Et donc, on a deux réactions aux appuis. La réaction verticale, Y. Ou là, on a la réaction ici, plus la réaction horizontale. De l'autre côté, un appui simple, elle bloque uniquement le déplacement vertical. Donc, il possède une réaction aux appuis verticales. Le nombre des inconnus pour ce problème-là, il y a trois inconnus. Rx, Ry, et Ry fait le point A, par exemple, et Ry fait le point B. Et Ry fait le point B. Voici les trois inconnus de problème. Je reviens et j'insiste sur la remarque de Mohamed. Il a dit qu'est-ce que ça veut dire une structure isostatique ou bien hyperstatique. Les deux existent dans le domaine du génie civil. C'est vrai que les plus rencontrés sont les structures hyperstatiques. Les plus rencontrés sont les structures hyperstatiques. Mais du point de vue mécanique, les deux sont stables. Du point de vue
calcul, bien sûr, les structures isostatiques sont plus simples que les structures hyperstatiques parce que les structures isostatiques, le nombre de réactions aux appuis égale 3. Donc c'est ça, égale à 3. Donc c'est une structure qui est isostatique. Si c'était une structure hyperstatique, vous allez trouver que le nombre d'élections d'appui dépasse de 3, que le strict à 3. Et donc l'analyse doit, il y a d'autres méthodes qui nous permettent de résoudre le problème. Bien. Donc, la première méthode, d'abord, l'analyse, okay. La première méthode qui nous permet d'abord de connaître, c'est vrai qu'il y a 3 méthodes pour déterminer la nature de la structure. Donc là, c'est bon. On a fermé les parenthèses sur les appuis et sur le nombre d'élections aux appuis. Mais maintenant, comment je peux connaître? Est-ce qu'il s'agit bien d'une structure isostatique ou bien une structure hyperstatique? Ok. Bien sûr, là, vous avez 3 équations d'équilibre en appliquant le principe fondamental de la statique. Pourquoi j'ai le droit de parler de ce principe-là? Parce que la poutre, elle est statique, elle ne bouge pas. Grâce aux appuis. Donc, je suis en train d'étudier des structures qui sont stables, qui sont isostatiques. Elle est en équilibre, c'est ça. Et puisqu'elle est en équilibre, la somme des forces égale à 0 selon x, la somme des forces égale à 0 selon y, et la somme des moments autour de z égale à 0, en un point choisi. En tout point. La poutre, elle est statique. Donc, combien d'équations? Les 3 équations qui sont toujours disponibles pour la résolution des problèmes. Et n, dans ce cas-là, représente le degré d'hyperstaticité de la structure. Le n représente le degré de hyperstaticité de la structure. Si n égale à 0, c'est une structure isostatique. Si n elle est supérieure ou égale à 1, c'est une structure qui est hyperstatique. Et si n qui est inférieur à 0, qui n'existe pas, mais on l'appelle une structure hypostatique. Ben, NR, c'est le nombre des réactions aux appuis. N égale à NR moins NE. NE égale à 3 toujours. Parce que c'est le nombre des équations. NE égale à 3. NR, ça dépend du problème étudié. Si je reviens ici, NE égale à 3 parce que vous avez 3 équations d'équilibre. Et NR aussi égale à 3. Vous avez 3 inconnus, loi liaison. Donc le N égale à 3 moins 3 égale à 0. Donc c'est une structure isostatique. Ben, avant de parler, ce n'est pas le moment pour parler des structures hyperstatiques. Si je vais présenter par exemple une structure hypostatique, vous avez appui simple à gauche. Je vais prendre une poutre. Ok. Prendre une poutre avec un appui simple à gauche et un autre appui simple à droite aussi. Donc combien ici de... Vous avez ici une seule réaction aux appuis, au point A. Et vous avez ici au point B une autre réaction aux appuis. Combien d'inconnus? Vous avez 2. Et NE égale à 3. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Et donc, égal à moins 1, donc inférieur à 0. Ok? Donc c'est une structure qui est hypostatique. Et pourquoi cette structure-là n'est pas stable? Tout simplement, si j'applique une force horizontale à cette structure-là, elle va bouger vers ce sens-là. Et donc, elle n'est pas stable. Ok? Bon, entendu que, ok, si la poutre n'est pas soumise à une force horizontale, elle est soumise à une force verticale, ça reste stable. Ok, on peut le considérer, mais toujours, on doit avoir au moins une rotule comme appui, et l'autre, je peux avoir un appui simple.
pour avoir une structure qui est au minimum au moins isostatique. Donc, la détermination de n, il nous permet de déterminer la nature de la structure. Si n égale à 0, c'est une structure isostatique, je serai content, tout simplement parce que notre structure elle est stable, mais aussi c'est les trois équations sont largement suffisantes pour résoudre le problème et pour déterminer les réactions aux appuis pour qu'on puisse passer à l'étape suivante pour le calcul des déformateurs. Mais si n elle dépasse 0, non, supérieur à 0, dans ce cas-là, on va parler dans la deuxième moitié de la formation sur les méthodes utilisées pour la résolution des structures hyperstatiques. Exemple ici, une structure hypostatique plutôt. Donc, si vous avez deux appuis simples, l'exemple déjà traité, donc c'est une structure n égale nombre de directions aux appuis égale à 2, nombre des équations égale à 3, et donc moins 1, donc négatif. Donc, stable. Si je vais appliquer une force, par exemple, comme ça, je vais déplacer la poutre. Le deuxième poutre, c'est articulé d'un côté, libre de l'autre côté. Puisque la rotation ici, elle est autorisée, si j'applique une force, elle va se déplacer vers le haut. Et donc, n égale à 2, n égale à moins 1, parce que le nombre de directions aux appuis égale à 2 uniquement. Et le nombre de équations égale à 3. Les structures isostatiques, vous avez une poutre avec un appui simple avec une rotule, ou bien vous avez une poutre encastrée d'un côté et libre de l'autre côté. Regardez, cette fois-ci, elle est stable. Allez, tous les mouvements sont bloqués, même la rotation. Et regardez l'exemple des balcons, des poutres en console. Même si j'applique une force là, elle va rester stable, la poutre, comme ça. Les structures hyperstatiques, le n supérieur ou égal à 1. مثلا عندك une poutre encastrée avec un appui simple. Vous avez ici une réaction verticale, point A. Vous avez une réaction horizontale, et vous avez un moment d'encastrement. Et vous avez un appui simple ici, donc au point B, vous avez une réaction verticale. Donc, dans cet exemple-là, le N égale NE, non, c'est quoi? NF, nombre de directions d'appui 4, moins 3 nombres d'équations, ça fait 1. Donc, c'est une structure hyperstatique de degré 1. OK? Pour le deuxième exemple, c'est une poutre encastrée de deux côtés. Nombre de directions aux appuis ici égale 3. Nombre de directions aux appuis ici égale 3, ça fait 6. 6 moins 3, ça fait 3. Donc, c'est une structure hyperstatique dont le n égale à 3. Donc, c'est une structure hyperstatique de degré 3. Voici le schéma de cette poutre-là. Isostatique, rotule et appui. Deux réactions aux appuis à gauche, une réaction aux appuis à droite. Par contre, pour cette poutre-là, rotule et deux appuis simples. Ici, vous avez deux réactions aux appuis. Ici, vous avez une réaction aux appuis. Ici, vous avez une réaction aux appuis, ça fait 4. Donc, c'est une structure hyperstatique de degré 1. Et cet exemple-là a été traité ici. Bien sûr, je vous ai dit que je vais parler des différentes méthodes pour déterminer le degré d'hyperstaticité. Ici, la première méthode. Et cette méthode-là est utilisée uniquement pour les poutres. Donc, c'est simple. Il faut compter le nombre des réactions d'appui. Il faut compter, toujours le nombre des équations égale 3.
Donc, il suffit de terminer le nombre de réactions d'appui. Moins 3, vous allez avoir le degré d'hyperstatique. C'est égal à 0, donc c'est une structure isostatique. C'est égal à 1, hyperstatique du degré 1, égal à 2, structure hyperstatique du degré 2, 3, structure hyperstatique du degré 3, ainsi de suite. Mais normalement, vous n'avez pas rencontré des structures dans le n est inférieur à 1, juste un exemple à présenter pour vous montrer qu'il y a des structures. Si on va mal choisir les appuis, on va avoir des structures qui n'ont pas stable. Ici, elles n'ont pas stable, même les règles, les principes fondamentaux de la statique et ces équations-là ne sont pas applicables. Bien sûr, l'exploitation et l'application de ces équations-là pour la résolution de problèmes fait l'objet de la prochaine séance. Mais cette méthode-là à utiliser uniquement pour les éléments poutres. On va voir aussi la méthode utilisée pour déterminer le degré d'hyperstaticité pour les poutres triées, aussi pour les portiques. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer par la présentation de la méthode qui nous permet de déterminer le degré d'hyperstaticité pour l'autre type de structures rencontrées dans le domaine de génie civil. Et si je termine avec cette partie-là, je vais commencer directement la méthode de parler sur la résolution des problèmes. Et si je vais parler de la résolution des problèmes, c'est-à-dire la détermination des réactions aux appuis pour les différents types de structures iso et hyperstatiques. Donc, j'insiste sur l'objectif de la formation et je vous ai dit que on va parler des différentes méthodes qui nous permettent de arriver à calculer le champ de contraintes et des formations pour les différents types de structures. Mais il faut connaître que les contraintes et les déformations, elles dépendent des efforts internes, d'une part. Et pour calculer les efforts internes, il faut déterminer les réactions aux appuis pour la structure. Elle dépend aussi, je parle des contraintes des formations, elle dépend des caractéristiques géométriques de la section, d'où l'importance de connaître les méthodes pour le calcul numérique ou bien manuel des caractéristiques géométriques de la section, et elle dépend aussi des caractéristiques mécaniques des matériaux. Et donc, dans une autre partie de la formation, je vais parler des lois de comportement afin de déterminer les caractéristiques mécaniques essentielles à utiliser dans la RDM pour le calcul des contraintes. Si on arrive à déterminer les contraintes, le reste, c'est on va appliquer l'ANA pour vérifier que la contrainte ne dépasse pas la contrainte admissible. Et dans l'ANA, on va préciser l'expression de la contrainte admissible, comme les exemples que j'ai présentés ici pour l'étude, par exemple, d'une poutre soumise à flambement. Donc, vous avez ici, à gauche, c'est l'RDM qu'on va utiliser pour déterminer les forces maximales de compression appliquées sur la barre. Et vous avez à droite l'expression de l'effort maximal de résistance au flambement définie par le code 3. Et toujours, c'est la même règle, comme je vous ai dit, à appliquer. C'est une expression, c'est un effort de résistance qui dépend de Fy, qui est l'alliance d'acier, la contrainte limite élastique. Elle dépend de l'aire de la section transversale. Et elle dépend aussi de gamma M1, qui est un coefficient de sécurité. Parce que dans le domaine, on ne va pas comparer la contrainte calculée par rapport à une contrainte limite, à une contrainte de rupture des matériaux, mais à une contrainte admissible qui est égale à la contrainte de rupture sur un coefficient de sécurité. C'est toujours pour des balles de sécurité. Ok? Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va je vais commencer avec un petit rappel et après, je vais parler des autres méthodes, des deux autres méthodes utilisées pour déterminer le degré d'hyperstaticité et on va passer directement à étudier les différentes structures afin de déterminer les réactions aux appuis et le traçage des efforts internes. N'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des remarques. J'insiste sur les remarques. S'il y a même des questions très simples, essayez on va essayer de discuter parce que ça enrichit beaucoup le contenu de la science et la formation d'une façon générale. Ok. En ce qui concerne le planning, donc j'ai partagé avec vous
le planning et le calendrier des différentes séances. Et s'il y a, si c'est bon, c'est bon. Sinon, essayez de me contacter ou bien envoyer un email sur l'adresse email du centre pour peut-être modifier la séance s'il y a une demande. Mais sinon, on va garder le même planning et donc on va faire des séances pendant le week-end. Si vous êtes aussi disponible pendant la semaine, je suis aussi disponible pendant le soir et on peut organiser aussi des séances. Je suis à votre disposition. Essayez de me contacter ou bien envoyer un email sur l'adresse email pour l'adresse email indiquée sur les fiches sur et donc on peut programmer aussi d'autres séances pendant la semaine ou bien on peut garder les séances pendant uniquement les week-ends. Je suis à votre disposition et comme je vous ai dit, j'ai choisi de commencer aujourd'hui la première séance et je vous laisse la possibilité de discuter sur l'autre planning parce que c'est notre planning qui a été déjà proposé. S'il y a d'autres propositions, je suis à l'écoute. Ok? C'est bon? C'est bon, on a juste une question au niveau de la nature des liaisons. Si je veux faire le choix de liaison, est-ce que normalement نشوف يعني les mouvements اللي نحبهم يكونوا autorisés مش le contraire, ok ولا؟ Les deux, allez. Les deux. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut bloquer des liaisons pour avoir la stabilité de bras. C'est nécessaire. Pour avoir une poutre stable soumise à une force verticale, il faut bloquer les mouvements verticaux, tout simplement. Mais aussi, je peux regarder l'autre sens, c'est-à-dire je peux regarder les déplacements autorisés parce que si j'ai par exemple des poutres métalliques élancées pour éviter l'effet de la dilatation thermique sous l'effet de l'augmentation de l'opération, je vais autoriser le déplacement selon X. Donc les deux. يعني on doit vérifier. Les deux. Maintenant, si je vais prendre l'autre exemple pour le cas des tabliers ou bien pour le cas de Gibraltar, vous avez des engins, des poids lourds, des places, lorsqu'ils vont freiner, ils vont engendrer une force horizontale, parallèle à la poutre, parallèle à la dalle. Et donc, pour éviter l'effet de cette charge-là qui va engendrer une force de compression pour la dalle, dont la dalle a été dimensionnée pour résister à l'effort de friction uniquement, aux sollicitations en flexion uniquement, donc je vais autoriser le déplacement horizontal, c'est ça. Ça dépend l'exemple. Ça dépend le problème étudié, bien évidemment. Le problème, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ishraq, est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair pour moi. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de ce cours. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Merci. Ok, avec plaisir. Donc, pour Kif Mahran, j'espère que c'est bon. Mohamed Ashraf, je vais vous envoyer après quelques... Bon, je pense juste qu'il y a besoin d'enregistrer la vidéo. Et je vais vous envoyer le lien, Inch'Allah. Regardez la vidéo. S'il y a des questions, je suis à tout moment à votre disposition. Ok? Et à la prochaine, Inch'Allah. Si vous avez des propositions concernant la prochaine séance, n'hésitez pas de me contacter. Ok? Merci. Ok, merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.